Bonjour à tous, déjà. Moi, c'est Malik. Je suis au comité exécutif de la SCAM. Euh, Vous allez voir que dans la salle, il y a déjà beaucoup d'autres membres de notre comité. En fait, la SCAM, c'est quoi? En fait, ça tient pour la Société de l'intelligence artificielle en médecine. On va l'appeler la SCAM simplement. Et nous, qu'est-ce qu'on est? C'est une association interuniversitaire. Donc, on cherche à promouvoir et à démystifier un peu l'intelligence artificielle d'abord, mais aussi à pousser, en fait, vous tous, des futurs scientifiques, que vous soyez médecins ou autres, à vous éduquer surtout et à apprécier les nouveaux avantages que ce nouvel outil peut nous procurer à tous. Mais aussi peut-être comprendre ses enjeux éthiques, surtout pour la plupart d'entre vous qui sont en médecine. Ça va être quelque chose auquel on va être confronté dans les années à venir. Donc, nous, à l'ASCAM, on a une vision un peu ambitieuse de la chose. Donc, c'est quand même pas peu ce qu'on essaye de faire. Et justement, pour vous, aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un ami très proche à moi, qui est une sommité dans le domaine, c'est le professeur Mounir Boukadou. Pour vous en dire un peu plus sur lui, le professeur Boukadoum, il est professeur titulaire de génie microélectronique à l'UQAM et il est directeur du regroupement stratégique en microsystèmes du Québec, qu'on appelle plus communément le RESMIC. Il détient un baccalauréat en physique, ainsi qu'une maîtrise avec pour spécialité la physique de la matière condensée. Les deux, il les a obtenus à l'Université d'Alger, si je ne me trompe pas. Peut-être aussi un doctorat en génie électrique avec une spécialisation en génie biomédical qu'il a complété au Texas, aux États-Unis. Le professeur Boukadoum, c'est le premier à avoir conçu un glucomètre sanguin qui combine à la fois la photospectrométrie d'absorption et les réseaux de neurones artificiels, ainsi qu'un modèle fractal d'image à résonance magnétique pour la détection et le diagnostic automatique de malformations cérébrales. Des choses quand même assez cool pour nous. Il mène aussi également des recherches sur les bras prosthétiques qui sont pilotés par des algorithmes d'apprentissage automatique. Et si je devais vous déballer encore tout son palmarès et sa carrière, ça prendra encore plusieurs heures. Mais à la place, je préfère laisser place à sa présentation qui, elle, va porter sur l'apprentissage automatique et le génie médical et biomédical. Donc, Monsieur Bougadoum, la place est à vous. Je vous ai partagé Merci, également, merci. Mais d'où partagé. tu as sorti tout ça? Je t'ai pas raconté ça dans le Ah, sondage. j'ai fait des recherches sur vous. Vous savez, vous êtes un de mes idoles. Oh, la bouche. En fait, si ça peut aider le monde, moi je me définis comme un curieux professionnel, euh, plutôt que comme un prof ou whatever. Alors, ok, on va essayer de passer un peu de temps ensemble et puis je vais essayer de donner une introduction pas trop biaisée au domaine de l'apprentissage automatique, plus communément connu sous deep learning. OK. Et que souvent les gens traduisent par, ou machine learning plutôt, et que beaucoup de gens traduisent par apprentissage machine. Et l'expression correcte en français, c'est apprentissage automatique. Et voir un peu en quoi ça peut peut-être vous servir, vous autres, dans votre domaine. En fait, les domaines d'application sont nombreux. Et j'ai essayé de focuser un peu cette présentation sur un peu les applications médicales et biomédicales, si l'on veut. Mais avant ça, je vais quand même faire un peu le tour du propriétaire pour vous Excusez-moi, familiariser avec le sujet. excusez-moi, Mounir, est-ce que vous arrivez à partager votre écran? Parce que moi, Oui, je... oui, je suis en train en fait de Ah, chercher ok, ça marche. pendant que je parle, je suis en train de chercher Ok, c'est good. Ça marche. où est-ce qu'il est mon share screen? Ouais, I think I got it. Est-ce que vous voyez Oui, on va très bien. voyez mon écran? Yes. All right. Donc, on va se mettre en mode présentation. Alors, si vous avez des rendez-vous de vendredi soir qui sont pressants et puis vous avez absolument besoin d'être quelque part ailleurs à Montréal dans 10 minutes, regardez le cartoon à droite, il résume pas mal ce que je vais vous raconter. Donc, vous regardez ça et après, vous pouvez partir. OK? Mais ça vous dit un petit peu tout le formalisme qui se cache derrière cette histoire d'apprentissage automatique, en fait. Euh, et vous voyez que finalement, c'est une question de brassage de données, puis de données d'abord, commencer, et puis encore plus de données. OK? Mais sinon, donc pourquoi le domaine est finalement très, très populaire aujourd'hui? C'est parce que il permet en fait de résoudre pas mal de problèmes qu'on croyait avant insolubles en fait, ou trop compliqués.
Et donc, on se disait, ouais, ça nous dépasse tout ça. Alors, aujourd'hui, on peut faire du diagnostic médical, du diagnostic environnemental, donc prédire des choses. On peut penser à des applications robotiques, véhicules autonomes. On peut penser aussi à des applications un peu plus orientées argent, comme les relations expérience client, ou encore la sécurité, détection de fraude, diffusion, et l'inverse de ça aussi, hein. Les fake news, aujourd'hui, c'est un domaine de prédilection, en fait, de cette intelligence artificielle. Et aussi, évidemment, la réalité virtuelle et les jeux, hein. Si vous êtes des gamers et puis vous vous surprenez de voir tous ces paysages plus vrais que nature, des jeux, etc., qu'on voit aujourd'hui, c'est souvent grâce à l'intelligence artificielle. Évidemment, bon, la grande vedette de l'heure, c'est ChatGPT. OK? Donc, apparemment, qui permet de répondre à toutes vos questions, qu'elles soient physiques ou métaphysiques, et qui, selon certains, ne se trompe jamais. Donc, pourquoi tout ça est si populaire, en fait, c'est pas tant les solutions en elles-mêmes qui sont plus du ressort des journaux, mais surtout parce que ces solutions sont obtenues par un mécanisme d'une simplicité, en fait, euh, surprenante, en fait. C'est que ça vous prend des données, ça vous prend puissance de calcul, comprenez par là des GPU, donc des machines qui sont capables de faire des calculs mathématiques assez vite, et ça vous prend une recette. Dans le domaine, bon, pour ne pas dire le mot recette, on dit un algorithme. Alors, les algorithmes, en fait, sont très différents de la notion de modèle, dans le sens que ils vous disent comment obtenir quelque chose sans nécessairement expliquer le processus ou ce qu'est quelque chose en question. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de modèle pour vous inspirer ou de modèle à suivre ou d'explication en fait du processus. Vous avez juste besoin de données représentatives de ce que vous voulez faire, d'une machine assez puissante pour brasser ces données et puis d'un algorithme, donc d'une recette sur comment brasser les données. C'est tout. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui est les maths, par exemple. Est-ce que à nulle part on vous demande d'aller sortir une équation compliquée ou encore de savoir programmer des ordinateurs ou de connaître un langage de programmation obscur ou des affaires comme ça. Ça a l'air très, très simple. Évidemment, les médias de masse n'aident pas. Ils y vont avec toutes sortes d'expressions attirantes, deep learning, réseau artificiel, intelligence artificielle, etc., etc. Et en particulier aujourd'hui, on voit un amalgame assez courant qui est celui de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage profond. OK? En d'autres termes, aujourd'hui, on pense que l'apprentissage profond, c'est ça l'intelligence artificielle. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Et là, je vais utiliser en fait une analogie avec des poupées russes. Je sais que les Russes de ces temps-ci n'ont pas bonne publicité. Mais moi, j'ai grandi avec l'idée quand même qu'il y avait pas mal de gens vraiment intéressants qui venaient de ce pays-là. Et donc, je me permets quand même de vous rappeler c'est quoi une poupée russe. Une poupée russe. Mais grosso modo, donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est essentiellement essayer de sortir des théories ou inventer des techniques qui vous permettent d'avoir des machines qui imitent un peu la cognition humaine dans leur solution de problème. Puis en dessous de ça, ben, vous avez l'apprentissage automatique, donc le machine learning, qui lui, en fait, est un sous-domaine, si on veut, qui vise à faire des machines qui sont capables de faire de la prédiction de manière autonome en leur fournissant des exemples. OK? Et en bas de machine learning, vous avez l'apprentissage profond, le deep learning. Et lui, ce qu'il a d'intéressant, c'est que non seulement il est capable de faire de la prédiction autonome à partir d'exemples, mais en plus, il est capable de savoir qu'est-ce que ça lui prend pour le faire. Donc, on n'a même pas besoin de le guider d'une certaine façon. OK? Et finalement, ben, vous avez
la manière de le mettre en œuvre qui est souvent l'utilisation de réseaux de neurones artificiels. Ça va jusqu'à maintenant? Alors, excusez-moi. Alors, d'où vient tout ça? Ben, vous avez une inspiration biologique, évidemment. Essentiellement, l'idée que finalement, un cerveau, c'est-à-dire la seule source connue d'intelligence naturelle que nous connaissons, il, lui, est composé de réseaux qui eux-mêmes sont composés de neurones. Okay? Et ces neurones, essentiellement, sont reliés entre elles par des synapses, donc des jonctions. Et si le nombre d'excitations qui arrivent à travers les synapses, par le biais de médiateurs électrochimiques, est suffisant, ben, vous allez avoir des potentiels d'action qui sont déclenchés, c'est-à-dire des impulsions. Alors on s'est dit, tiens, si on essaie de reproduire ça, ce serait quand même une bonne chose. Donc on va retenir qu'il y a un réseau hiérarchique de cellules, donc de neurones, et puis que le savoir de ces neurones réside dans la manière dont elles sont branchées les unes aux autres. OK? Alors, ce qu'on sait aussi de l'intelligence naturelle, c'est que ces connexions-là, ben, elles ne suivent pas un modèle, là. Elles se font à travers des stimuli sensoriels ou autres. OK? Et des mécanismes d'apprentissage sur lesquels planchent depuis plus d'un siècle les psychologues du comportement. OK? Donc, qui essaient un peu de comprendre comment ça se fait que des expériences qu'on vit, nous, se traduisent par du savoir d'une certaine façon. Alors, pardon. Oups. Donc, c'est quoi la métaphore? Ben, c'est l'idée de reprendre cette notion de cerveau, couche, cellule, etc., synapse, et on va essayer de créer un modèle computationnel, une représentation abstraite de tout ça. Donc, les corps des neurones, ça devient des cercles que vous voyez là. Euh, le, le, les arbres dendritiques, les entrées qui viennent vers ces neurones, ça devient des liens. Et puis la force des connexions, c'est-à-dire l'efficacité synaptique, ben, on va la représenter avec des poids. Voilà. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on va obtenir un équivalent artificiel de ce que c'est qu'un réseau de neurones biologiques. OK? Alors, la manière la plus simple de faire ça, puisque dans le cerveau humain, par exemple, on a des strates, on a des couches, c'est de dire, OK, on va organiser aussi ces cellules en couches. Donc, on va avoir comme ce que vous voyez à gauche, vous avez une première couche, suivie d'une deuxième couche, suivie d'une troisième couche, etc. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un réseau à propagation directe. Mais vous pouvez aussi envisager la notion de mémoire, c'est-à-dire de mémoriser des états internes au passage. Et là, vous allez obtenir un réseau récurrent. Alors, en gros, vous avez les deux modèles que vous voyez ici. Et qui remontent d'ailleurs assez loin dans le temps, enfin, relativement. OK? Le premier modèle de ce que vous voyez à gauche, c'est le perceptron multicouche. Et il a été inventé par un neuropsychologue en 1956, Frank Rosenblatt, aux États-Unis. OK? Et ce que ça fait, pour ceux d'entre vous qui se rappellent leur cégep, ben, ça prend un X à l'entrée, ça vous donne un Y égale f de X à la sortie. Voilà. Donc, c'est essentiellement une fonction qui est implémentée à travers ces réseaux-là. Par contre, ils ont ça de particulier que la fonction qu'ils vont implémenter, le f de X si vous voulez, elle dépend de comment vous branchez les éléments ensemble. Donc, si vous voulez changer de fonction, vous ne changez pas le réseau, vous changez les connexions du réseau. Ça, c'est pas mal intéressant comparé, disons, à un programme d'ordinateur où est-ce que si vous voulez changer la fonction du programme, vous devez recoder le programme. Alors qu'ici, vous ne recodez rien du tout, vous changez les connexions, c'est tout. Et ça, c'est fait à travers un processus d'apprentissage qui est typiquement fait avec des exemples que vous fournissez de paires XY. Donc, voilà ce que tu es censé donner comme Y si je te donnais X. Alors, on va t'en donner un paquet et puis à chaque fois, tu vas essayer de reproduire ça. Et comment tu vas faire pour reproduire? Ben, essentiellement en minimisant une fonction d'erreur.
dans ton approximation de ce que tu devrais faire. OK? C'est tout. Alors, pourquoi le deep learning aujourd'hui et pas avant? C'est simplement parce que lui, finalement, il vous permet d'automatiser ce processus de façon autonome. C'est-à-dire, il vous demande simplement de fournir les données, c'est tout. Et puis, lui, il va s'arranger avec ses troupes pour savoir comment fabriquer le f de x, la, la, la fonction à réaliser. OK? Et si vous avez affaire à des problèmes de séquence, par exemple du traitement de texte, où est-ce que votre entrée, c'est pas une donnée simple, c'est une donnée séquentielle, parce que par exemple dans une phrase, vous avez un ensemble, une séquence de mots. Ben, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est dire, attends, le traitement de tel mot, il va dépendre de ce qu'il a précédé. Donc, il faut qu'on se mémorise un peu qu'est-ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le contexte de traitement dans lequel on est en train de travailler. Et à ce moment-là, on va introduire la petite boucle que vous voyez ici, là, le W à droite, là, qui vous permet essentiellement à chaque fois de mémoriser où c'est que vous étiez avant d'aller plus loin. Et quand vous dépliez ça, en fait, vous vous ramassez avec un réseau qui ressemble pas mal à celui de gauche, c'est-à-dire un réseau à propagation directe. Alors, tout ça a pris son essor en 2012, même si le concept lui-même a été inventé en 2006 par la même personne d'ailleurs. Nous avons la chance de le compter parmi nos co-citoyens. C'est Jeff Hinton, qui est d'origine anglaise et qui vient d'une grande famille d'ailleurs de scientifiques anglais, mais qui vit en Ontario et qui d'ailleurs, j'ai appris, a émigré au Canada pour les mêmes raisons que moi. Parce que tous les deux, on habitait aux États-Unis. Et tous les deux, après un certain temps là-bas, on a décidé qu'il était temps d'appliquer la fameuse phrase de Star Trek, Beam me up, there is no intelligence life down here. Donc, voilà. Et c'est ça qui nous a amenés au Canada. Alors, c'est bien parce que le Canada en a profité. Et puis, euh, donc, on a eu droit à pas mal de contributions de la part de ce monsieur que personnellement j'admire. Et je pense que c'est un exemple pour le genre humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Simplement, il y avait une compétition internationale qui s'appelle ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition. Alors, ça, c'était une compétition qui essayait de voir si on pouvait créer finalement des programmes informatiques capables de reconnaître des objets dans des images, d'identifier des images. Alors, la compétition consistait en 1000 images d'objets différents et il y avait à peu près 1 million de ces images-là. Donc, en gros, il y avait 1000 images par objet. Et ce qu'on voulait, c'est voir est-ce qu'on pouvait faire un programme d'informatique qui était capable de reconnaître ces images-là. Alors, jusqu'à 2011, en fait, le roi de la colline, c'était une approche statistique qu'on appelle les, euh, les séparateurs à vaste marge ou SVM, pour aussi Support Vector Machine en anglais. Et ils arrivaient à une erreur de 26%, disons. Okay. Donc, ils se trompaient 26% du temps après avoir appliqué l'algorithme pour apprendre comment reconnaître un parmi les 1000 objets qu'il y a dans les images. 2012, donc, il y a une gang d'étudiants de Jeff Hinton avec lui, qui, avec un GPU, puis un modèle qui avait été inventé en 1989 par un Français qui s'appelle Yann LeCun, ben, ils sont arrivés à faire un saut de 16% dans l'erreur. Et ça, c'était spectaculaire parce qu'avant, d'année en année, on gagnait des bouts de pourcents là. Donc, 2010, on était peut-être à 26%, et puis là, 2011, 25,8%. Puis chaque année, on gagnait un bout de pourcentage là. Et là, brusquement, on passe de 26% à 16%, qui est quand même pas mal. Et ça a été fait avec justement ces réseaux de neurones que vous voyez là. Ils en ont empilé 8, les uns l'un après l'autre. Ils ont introduit une fonction spéciale qu'on appelle une convolution à l'intérieur. Et ils ont obtenu ça. Et puis à partir de là, ben, ça a démarré. Alors, 2015, ça c'est une autre année charnière. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en créant un réseau qui, lui, avait 152 couches de neurones empilées les unes après les autres, l'erreur a baissé à 3,57%. Et pourquoi ça, c'était spectaculaire? C'est parce que la performance humaine dans ce même test, elle était de 6%. Donc, en 2015, finalement, une machine est arrivée à battre un être humain à cette compétition-là, ce qui est quand même remarquable. Et puis, bah, à partir de là, évidemment, the sky is the limit. On s'est dit, allez, let's go. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En reconnaissance d'image d'abord, puisque la compétition qui a démarré le bal, c'est une compétition de reconnaissance d'image. Mais évidemment, on a largement dépassé ça depuis, puisque quand vous regardez des outils comme ChatGPT aujourd'hui, eux, ils font de la génération de texte essentiellement. Alors, c'est quoi qui a permis finalement tout ça? Ben, d'abord, évidemment, des réseaux de neurones, mais aussi des réseaux de neurones spéciaux qu'on appelle les réseaux convolutifs. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces réseaux-là? C'est qu'il y a une opération mathématique. Ah ben, je vous avais dit que je ne mettrais pas de maths là-dedans et je vois une formule. Oubliez-la, OK? Alors, bref, cette opération, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous permet de promener un masque sur une image et puis d'essayer de voir est-ce qu'il y a des fragments d'image qui ressemblent au masque. Et l'opération est faite automatiquement le long de toute l'image, ce qui fait qu'elle est capable de capturer les motifs qui lui ressemblent, quelle que soit leur position dans l'image. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet à ce moment-là d'avoir des images où l'objet qui nous intéresse peut être situé n'importe où. Et on va quand même le reconnaître, okay? Sans avoir à refaire la procédure de reconnaissance, etc. Donc, euh, réseau convolutif, ça c'est une chose. Des données, en passant, ben, ce que vous voyez à droite, là, en gros, ça c'est le 1 200 000 images qui étaient utilisées dans la compétition dont je vous ai parlé. Puis chacune de ces images, ben, elle faisait à peu près entre 256 par 256 ou 300 par 300 pixels ou un truc comme ça. Et elle représentait, comme je disais, un objet différent. Donc, beaucoup d'exemples, 1 200 000 et surtout, ça prenait 150 gigaoctets pour les stocker. En 2012, 150 gigaoctets, ben, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire, là. Et ça coûtait pas mal cher de stocker tout ça. OK? Ça vous prend aussi de la force de calcul, donc des cartes de GPU. Pourquoi? Parce que ben, vous voyez à gauche des exemples aussi de qu'est-ce que ça vous demande pour traiter une image. Par exemple, le modèle AlexNet, qui est le modèle qui a été utilisé en 2012, ben, ah ben, pour traiter une image, il lui fallait une vitesse de frappe de 727 mégas, calcul en virgule flottante par seconde. Donc 727 millions d'opérations par seconde. Et évidemment, à l'époque, ça, c'était un gros défi. Aujourd'hui, on a largement dépassé ça, hein. On est maintenant dans le giga et non plus dans le méga. Donc, des milliards d'opérations par seconde que ça prend pour faire le travail. OK? Et aussi, quelque chose qui a aussi qui a beaucoup aidé, c'est simplement pour ceux qui s'intéressent, disons, au codage, la simplicité de créer un système finalement qui exploite ces notions-là. Par exemple, ici, vous avez un exemple qu'on trouve couramment dans la littérature, c'est la reconnaissance de chiffres manuscrits. Donc, en fait, la raison qui avait lancé le modèle initial, le modèle CNN dont je viens de parler, le réseau convolutif, c'était parce qu'à l'époque, Yann LeCun travaillait pour Bell à l'époque, pour AT&T aux États-Unis. Et une des questions qui se posaient à l'époque, c'était est-ce qu'on peut reconnaître des codes postaux pardon, dans les enveloppes de courrier automatiquement. Et évidemment, il fallait tenir compte du fait que les gens n'écrivent pas tous de la même façon. Donc, il fallait reconnaître les chiffres, quelle que soit la manière dont on les avait écrits. Et on voulait faire ça avec un réseau de neurones. Alors,
Vous voyez à droite, en fait, le code complet que ça prend dans un langage appelé Python pour résoudre ce problème. Et vous voyez, en incluant les instructions pour imprimer les résultats, etc., etc., ça vous prend 49 lignes de code, c'est-à-dire rien du tout. Avant ça, en fait, pour résoudre un problème comme ça vous prenait des milliers de lignes de code. Donc, ça prenait vraiment des gens qui savaient coder, qui avaient des diplômes en informatique, etc. Ici, vous voyez bien que on peut faire le travail assez facilement parce que ben, dans les cours que vous prenez, on vous demande d'apprendre des bouquins entiers d'anatomie, de biologie, etc. Alors, apprendre 49 lignes de code, je pense que ça ne va pas être compliqué pour vous. En fait, vous pouvez même aller plus bas. Ici, vous avez une application nommage d'objets. Donc ici, l'idée, c'est de prendre une photo et identifier les objets qu'il y a dans la photo. Et vous voyez que, là encore, en utilisant des librairies en accès libre, vous pouvez résoudre le problème avec, ben ici, 8 lignes de code, en fait, incluant les déclarations, c'est-à-dire rien du tout. Donc, vous voyez, ça donne l'impression que bingo, on a trouvé le Saint Graal. Maintenant, on peut tout résoudre avec des ordinateurs et puis on n'a pas besoin d'être des génies en informatique pour le faire. Alors, d'où, si vous voulez, l'enthousiasme aujourd'hui d'utiliser ce paradigme. Mais évidemment, il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Donc, d'un côté, vous avez un mécanisme qui vous permet de résoudre des problèmes sans avoir à créer un modèle de solution en tant que tel, c'est-à-dire sans finalement connaître les problèmes en profondeur ou avoir une description causale des entrées et des sorties qui caractérisent ces problèmes-là. Mais il y a un prix à payer pour ça, et le prix, c'est que la lumière s'éteint sur comment ça s'est fait. Donc, c'est comme si vous allez voir un magicien et vous dites, ou une voyante, ou je ne sais pas moi, et vous dites, écoute, prédis-moi mon avenir, et puis vous allez obtenir une réponse, mais vous n'avez aucune idée de comment la réponse a été offerte. Vous voyez la personne peut-être renverser une tasse de café ou égorger un poulet ou je ne sais pas quoi, et vous donner la réponse. Mais au fin fond de vous-même, vous vous dites, ouais, ben, écoute, ça ne me dit pas finalement comment la réponse a été obtenue, tout ça. Donc, euh, bref, vous avez le résultat, mais vous ne savez pas comment il a été obtenu. Cela étant dit, euh, est-ce que vous devez nécessairement vous situer à ce niveau-là? En fait, ça dépend vraiment de la nature du problème que vous avez à résoudre. Je veux dire, si vous avez des problèmes plutôt de type peut-être analytique, on va dire, en fait, vous pouvez les résoudre avec des techniques qui ne sont pas de l'IA. Ou plutôt, oui. Et si vous avez des problèmes plutôt de prescription, de prédiction, bah, c'est surtout là, en fait, que cette IA-là peut être utile dans le sens que les alternatives ne fonctionnent pas très bien. Alors, comment ça marche? Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça prend des problèmes qui sont décrits dans des espaces problèmes, on va dire, relativement complexes ou qui peuvent être relativement complexes, et ça les projette à travers les couches des réseaux, ça en crée des représentations internes qui, elles, ne sont pas compliquées à traiter. Par exemple, ici, vous voyez les deux courbes, la courbe bleue et la courbe rouge. Si on essaie de créer une frontière pour les séparer, bah, clairement, ici, la frontière, ça va être une courbe. Dans ce cas-là, disons, peut-être un cosinus ou un truc dans le genre. Dans la courbe du milieu, vous voyez clairement que maintenant, les courbes vert, bleu et rouge, elles sont disposées de manière que vous pouvez tracer une ligne droite pour les séparer. Donc, c'est beaucoup plus facile de les séparer que de la manière qu'ils se présentaient au départ. Ça, c'est vraiment le secret de la sauce, si on veut. C'est une transformation topologique. Enfin, je dis ça pour Malik, puisque lui, il aime bien ce genre de langage. Euh, et ça vous permet de finalement obtenir un résultat éventuellement. Et surtout, la procédure est totalement générique, c'est-à-dire vous ne la changez pas parce que vous avez changé de problème.
C'est toujours la même façon de faire. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que le résultat final, il ne dépend pas tant des couches du réseau que des connexions que vous établissez entre les couches. Et c'est ça finalement qui définit la fonction que vous allez obtenir. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces couches? Essentiellement, elles vous permettent d'avoir une représentation hiérarchisée des données avec une représentation de plus en plus complexe, si l'on veut. Par exemple, à gauche, vous voyez un réseau de neurones qui, au départ, essaye de traiter les composants d'une image comme étant juste des segments de droite, donc obliques, verticaux, horizontaux, des choses comme ça. Dans la couche 2, vous voyez maintenant des bouts de visage apparaître, des yeux, des nez, des bouches, etc. Et puis dans la couche 3, vous voyez maintenant des visages qui commencent à se dessiner. Donc le réseau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un traitement hiérarchique qui ressemble d'ailleurs pas mal à ce que le cortex visuel humain fait, hein. Si vous allez en arrière, il y a des expériences assez célèbres qui ont été faites dans les années 60 avec le, le, le cerveau des chats sur comment eux perçoivent les images et on s'est rendu compte que effectivement, ça commence par une reconnaissance de segments, ensuite les segments sont combinés entre eux de manière de plus en plus compliquée jusqu'à obtenir des objets complets. Vous pouvez faire la même chose avec des sons, par exemple. Ici, en bas, ben, vous avez ce qu'on appelle des spectrogrammes. Ensuite, vous avez des formants qui sont fabriqués. Ensuite, vous avez une représentation de haut niveau qui vous permet éventuellement de reconnaître ce qui vient d'être dit. En passant, si jamais je raconte des choses qui vous perdent ou si vous sentez que vous commencez à dormir, dites-le moi et puis je vais m'arrêter ou je vais vous expliquer. OK. Alors, cela étant dit, ben, dépendant de comment vous organisez vos couches et des connexions, vous allez avoir toutes sortes d'applications. Alors, un à un, plusieurs, plusieurs à un, plusieurs à plusieurs, etc. Par exemple, un à un, c'est juste, OK, je te donne une image, dis-moi ce que c'est un chat, un chien, une vache ou un avion. Un à plusieurs, c'est, écoute, euh, je te donne, euh, je te donne une image et je veux que tu me donnes une phrase qui décrit le contenu de l'image. OK? Donc, pas juste nommer l'objet qu'il y a dans l'image, mais décrire un peu qu'est-ce que cette image est en train de représenter. Vous pouvez avoir l'inverse. Alors, l'inverse, c'est, écoute, voici une phrase, à ton avis, cette phrase, est-tu intéressante, est-tu correcte, est-ce qu'elle dit des choses plaisantes, ou encore, je te donne une séquence vidéo, peux-tu me dire si, d'après toi, c'est bon, c'est pas bon? Et ainsi de suite. Et many to many, bon, ça c'est l'exemple d'application classique. Ça, c'est la traduction, par exemple, en langage naturel. Donc, à l'entrée, dans le bout en rose, ici, vous mettez une phrase en français, et puis en bleu, vous allez avoir l'équivalent en mandarin ou en allemand ou en espagnol ou un truc dans le genre. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein d'applications possibles que vous pouvez faire. Alors, la reconnaissance, évidemment, pour les images, donc expression faciale, diagnostic d'objets ou présence d'objets, détection d'anomalies, etc. Reconnaissance vocale, pouvez faire de la prédiction sur des comportements, sur des profils, sur ce que des données sur un objet d'intérêt représente. Pouvez prédire des pannes, des fautes, ok. Et vous pouvez aussi faire de la prise de décision. Ça, par exemple, aujourd'hui, c'est très populaire dans des domaines comme les jeux. Si vous jouez contre un adversaire, ben, ça consiste essentiellement à chaque pas de décider, OK, quelle est ma prochaine action? Qu'est-ce que je fais au prochain pas? Donc, il y en a pour tout le monde. OK? Euh, et évidemment, on trouve des applications aussi dans tous les domaines possibles. Alors, ça va de la reconnaissance d'image, comme je disais, à la reconnaissance vocale, à la notation automatique, à la conduite autonome, traitement du langage naturel, système de recommandation,
Donc, ici, c'est, écoute, tu as acheté quelque chose, vous avez acheté quelque chose par Internet et puis brusquement, vous allez être inondé d'annonces qui vous proposent un milliard d'autres choses que vous ne vouliez pas acheter, mais qu'on pense que, et qui vont vous intéresser parce que vous avez acheté ce que vous avez acheté. Ah, donc, ça, c'est juste un exemple de cette histoire de traduction automatique et de comment c'est implémenté. Et là, vous voyez l'application typique d'un réseau récurrent, c'est-à-dire d'un réseau où est-ce que on a une mémoire de contexte. Donc ici, par exemple, IC, ben, ce que ça va faire, c'est on va prendre le A, on va essayer de trouver l'équivalent de ça en chinois, et après on va prendre le C, et on va se rappeler qu'on a déjà traité le A pour finalement essayer de traduire IC. Et puis, je vous laisse le soin de me dire ce que ça représente en mandarin ou en cantonais. Ça, c'est une des rares langues, en fait, où je me suis planté royalement quand j'ai essayé de les apprendre. Euh, voilà ce que ça donne quand vous faites du many à many dans ces applications. Ça, c'est de la notation d'image. Donc, c'est un de ces exemples où vous allez du un à plusieurs et vous voyez une image et puis vous avez la notation de l'image qui apparaît. Vous pouvez aussi avoir quelque chose qui peut être très intéressant, par exemple, dans le domaine médical, c'est le rehaussement d'image. Alors ici, vous voyez, par exemple, les images, en fait, c'est comme des icônes de 8 pixels par 8 pixels. Et vous voyez que finalement, à partir de là, on ne reconnaît pas grand-chose. Mais en fait, ces images que vous voyez là, elles correspondent aux images que vous voyez à droite complètement, là où ça dit ground truth. Et ce que vous avez au milieu, c'est la reproduction qu'un réseau de neurones a fait des icônes de 8 par 8 après apprentissage. Et finalement, vous voyez que comment dire, la performance du réseau est quand même assez impressionnante. Dans le sens que il a pris des images que nous, on ne comprendrait absolument pas. Hein. Si je prends ce 8 par 8 et que je le mets à la même dimension que les autres images, je vous mets au défi de me dire ce que chacune de ces mosaïques représente. On ne voit absolument pas. Pourtant, le réseau, lui, il est arrivé quand même à créer des images de plus haute résolution pour reproduire ça. Et ça a pas mal évolué depuis ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est quand même un travail qui remonte à il y a peut-être 7-8 ans de ça. Aujourd'hui, on arrive en fait à fabriquer des images qui sont absolument méconnaissables. En fait, vous avez vraiment l'impression que c'est l'image naturelle. Vous pouvez avoir aussi la création de texte. Donc ici, en fait, vous donnez une image et puis, paf, le système va vous générer tout un texte correspondant à ça. Et ChatGPT, par exemple, peut faire ça aujourd'hui avec la dernière version, la version 4. Et le travail que vous voyez ici a été fait à Toronto en passant. OK. Et évidemment, diagnostic médical. Donc, ici, l'idée, c'est de partir d'images ou de données physiologiques obtenues et puis d'essayer de tirer des diagnostics de ça. Alors ça, en fait, c'est devenu assez célèbre à travers une étude qui a été faite à Stanford, si mes souvenirs sont bons, pour la reconnaissance de mélanome, donc de cancer de la peau. Et puis, finalement, le réseau artificiel a fait mieux que les spécialistes, que les médecins, qui essayaient de faire la même chose. OK? Et donc, on s'est dit, waouh, finalement, ces machines ou ces algorithmes, ils sont capables de dépasser un être humain en matière de performance, de reconnaissance, de tumeurs, de choses comme ça. Notre domaine aussi, je vais vous donner un exemple de comment on fait ça, c'est la découverte de médicaments. Alors, ici, le problème que vous avez, c'est que ben, les bases de connaissances, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, si vous voulez créer un nouvel antibiotique, donc on en connaît une dizaine qui sont à base de pénicilline. Et puis ça s'arrête là. Et puis comment vous allez faire pour entraîner un réseau de neurones à en créer des nouveaux, c'est-à-dire à créer de nouvelles molécules antibiotiques. Euh,
comme je l'avais dit au départ, ces approches neuronales, normalement, demandent énormément de données pour fonctionner. Euh, et, euh, et donc, il faut trouver le moyen de voir si on peut les utiliser pour créer de nouvelles molécules thérapeutiques. OK. Ce qui nous amène finalement au sujet vraiment principal de mon intervention ici, ou de l'invitation, qui est finalement en quoi ça peut vous servir. Alors, comme je l'avais dit au départ, il y en a pour tout le monde, mais si on focus son attention uniquement sur la médecine et puis les applications biomédicales, ben là, vous pouvez faire du diagnostic, de la découverte de médicaments, vous pouvez créer des instrumentations intelligentes, donc des équipements intelligents pour vous aider à faire votre travail. Vous pouvez faire des prothèses avec cette intelligence artificielle. Vous pouvez créer des robots qui font de la chirurgie à distance. Et vous pouvez faire de la gestion de ressources. Il y a des dossiers patients, par exemple, dans les cliniques et les hôpitaux. Et la liste est longue, en fait. On peut penser à pas mal d'autres données. Mais évidemment, comment dire, les défis sont nombreux quand même, hein. Le premier, c'est ces fameuses données d'entraînement dont je parlais. Parce que quand vous voulez reconnaître des images pour Google ou Facebook ou des choses comme ça, il y en a des millions qui circulent, pour ne pas dire des milliards, sur Internet. Mais quand vous voulez des exemples de médicaments ou de, d'images de tumeurs ou d'images d'anomalies, etc., ben là, les exemples, ils courent pas les rues. Donc, il faut dealer avec ce problème. Un autre problème, c'est le fait que finalement, ces outils présentement demandent énormément de ressources computationnelles. Ça vous demande des GPU, des gros ordinateurs, etc. Et les GPU en particulier, donc ces cartes de graphiques, ben, vous savez, elles dégagent tellement de chaleur en fait que vous pouvez aussi les utiliser en hiver pour vous chauffer et baisser vos factures d'hydro si vous voulez. Donc, ça pose un problème pour créer de l'équipement portatif que vous pouvez utiliser facilement. Il y a le problème du fonctionnement en boîte noire, donc cette explicabilité aussi peut avoir des problèmes. Et finalement, il y a un méchant problème d'éthique qui est associé avec ces technologies telles qu'on l'applique aujourd'hui. Alors, avec ça, donc, je m'étais dit, je vais vous donner 4 exemples en fait de travaux que moi j'ai faits au fil des années. Mais je regarde le temps, il est 6 heures moins quart. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Malik, est-ce que j'ai un peu de bande passante ou Ben, on limite à 6 heures? sachant qu'on a commencé à 5h05, vous avez en théorie encore 17 minutes-ish. S'il y a des Bah, gens qui écoute, doivent je suis quitter, pas sûr que je pourrais. En tout cas, je vais essayer de faire ce que je peux, mais comme vous voulez, sinon, je Monique. vais en sauter. Mais bref, je voulais vous donner un exemple de classification d'images à résonance magnétique, un autre de conversion de signal physiologique d'une forme à l'autre. Un autre sur une prothèse manuelle que je suis en train de faire avec une équipe de l'Université Laval. Et puis finalement, un travail récent sur la découverte de médicaments. Voilà. Alors, c'est tous des exemples qui sont d'intérêt pour ce que vous voulez faire en fait. OK, on va essayer d'y aller assez vite. Donc pour l'IRM, l'idée c'est quoi? C'est que vous avez une image transversale du cerveau là, qui est prise par résonance magnétique. Et l'idée, c'est finalement de décider est-ce que cette image est saine ou pas, ou représente un cerveau sain ou pas. Et le cas échéant, quel type de pathologie finalement elle représente. Alors, une façon de traiter ce problème, c'est de commencer par réduire la taille de l'image, en fait. C'est-à-dire réduire le nombre de pixels qu'on a à traiter. Et ensuite de trouver un mécanisme de classification après avoir identifié des traits qui pourraient représenter l'image. Et la manière qu'on fait ça, donc décomposition d'abord,
Il y a plusieurs techniques. Une de celles-là, on appelle ça une décomposition en ondelettes. Alors, qu'est-ce que fait la décomposition en ondelettes? Essentiellement, ça vous prend une image, ça la décompose en quatre sous-images. Et vous pouvez itérer ce processus. Vous pouvez prendre chacune des quatre sous-images et la décomposer elle-même à nouveau, etc. Vous avez un exemple un peu du résultat en bas à droite de ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que ces quatre sous-images font? Il y en a une qu'on appelle LOLO. C'est une approximation de l'image initiale, donc c'est quelque chose qui lui ressemble. Et puis, les autres trois composantes, les autres, trois autres images, en fait, c'est ce qu'on appelle des images de détail. Parce que ça vous permet d'aller chercher non pas l'allure de l'image elle-même, mais des composants de l'image qui peuvent vous intéresser. Par exemple, dans un autre travail que je ne vais pas vous présenter, mais où on s'intéressait à la détection du cancer du sein chez les femmes, ben, en fait, là, dans les mammogrammes, ce qu'on voulait détecter, c'est les microcalcifications. Et ça, c'est comme des points dans l'image, c'est comme des picots, là. Donc, c'est pas tellement l'allure générale de l'image qui m'intéresse, c'est plus ces points-là, la présence de ces points que je vais chercher. Donc, au lieu de travailler avec le LL, je vais travailler plutôt avec le HH, par exemple, qui est, qui est la composante qui donne le plus de détails possible. Et ayant fait ça, ben, il faut tirer des traits. Alors là, vous êtes obligé de faire un peu de maths, mais bon, c'est pas très méchant. On va regarder l'intensité moyenne des pixels, l'écart type de ces pixels, en quoi leur distribution ressemble à une cloche ou pas. Et finalement, ça va nous donner un vecteur de trait. On va essayer de le classifier. Alors, la classification, ça peut se faire par un réseau de neurones comme ce PNN que vous voyez là, ou ça peut se faire par d'autres techniques de classification. Et si on en utilise plusieurs, ben, en fait, une bonne idée, c'est finalement de regrouper les résultats de chacun et voir si on ne peut pas avoir encore de meilleurs résultats encore à la fin. Donc, voilà un exemple de ce qu'on a fait avec. On a été se chercher des images de l'Université Harvard, de l'école de médecine de l'Université Harvard, qui représentaient différents IRM du cerveau, donc normal, avec un Alzheimer, avec des gliomes, avec toutes sortes de pathologies que vous voyez ici. Et en gros, l'idée, c'était d'entraîner un réseau pour que plus tard, si je vous présente une image qui représente un de ces cas-là, il puisse me dire de quoi il s'agit. Alors ça, c'est les résultats, par exemple. Si j'y vais avec cette histoire en utilisant l'image d'approximation, et ce que je vois, c'est qu'en moyenne, si j'utilise les classifieurs individuels, bon, finalement, le mieux que j'ai pu obtenir, c'était pour le gliome et puis 78% de précision. OK? Il a reconnu les images qui représentaient un gliome à 70% de précision. OK? Par contre, si j'utilisais la précision de l'ensemble, ben, je montais pas mal plus haut. Et c'était pas mal le cas si j'utilisais d'autres traits. Quand on faisait la précision de l'ensemble, on obtenait un meilleur résultat. Donc, voici une application finalement où on voit qu'une machine finalement est capable d'interpréter une image IRM pour nous et de nous donner un diagnostic sur l'image, c'est-à-dire est-ce que l'image représente quelque chose de normal ou pas. Alors, c'est ce genre d'application d'ailleurs qui a fait écrire pas mal d'articles dans les nouvelles à l'effet que euh, la fin des radiologues est proche et puis que finalement ces machines vont faire leur travail. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis parce que en réalité, ces machines, c'est rare qu'elles vous donnent 100% de précision. Et aussi, elles opèrent en boîte noire, donc elles vont vous donner un résultat. Mais comme dit un autre proverbe russe d'ailleurs, faites confiance, mais vérifiez quand même. Donc, c'est toujours une bonne idée de venir par après et d'analyser le résultat pour finalement décider est-ce qu'il a l'air correct ou pas. Un autre problème aussi qui est de l'heure aujourd'hui, c'est la conversion de signaux. Alors ça, c'est en fait relié au fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître de nouvelles modalités
d'évaluation de notre état de santé. Par exemple, si vous prenez l'outil d'analyse classique d'activité cardiaque chez l'être humain, c'est l'électrocardiogramme. Hein. Très souvent, quand vous allez dans une station de triage dans un hôpital, on va vous coller 7 électrodes sur la poitrine et puis au moins une couple ailleurs à l'oreille ou sur le pied. Et c'est censé mesurer un peu l'activité électrique de votre cœur à mesure qu'il bat. Et vous allez obtenir donc un électrocardiogramme. Et ensuite, l'analyse de cet électrocardiogramme peut révéler des anomalies dans l'activité cardiaque. Le problème, si problème il y a avec cette approche-là, c'est que vous devez enlever votre chemise, votre tricot de peau, etc. Donc, vous devez dénuder votre poitrine. On va vous mettre un gel sur la poitrine et ce gel, généralement, en fait, la sensation n'est pas très plaisante parce qu'il est plus froid que la peau. Et ensuite, on va coller les électrodes dessus, on va prendre le CG, etc. Bref, si vous voulez, la méthode n'est pas très propre, on va dire. Elle est un peu messy. Donc, une autre façon sur laquelle pas mal de gens travaillent, et dont une compagnie montréalaise d'ailleurs, créée par des cardiologues, c'est de faire de l'ECG capacitive. Alors, l'ECG capacitive, c'est des électrodes qu'on met dans une espèce de tapis. Vous vous couchez dessus et il y a une mesure d'activité électrique de votre corps qui est prise non pas par la poitrine, mais par le dos. Et sans contact, en fait. On ne vous demande pas d'enlever votre chemise ou de vous dénuder ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien. Mais par contre, ça vous donne des signaux qui ne sont pas les signaux standards. Et là, on s'est dit, ben écoute, comment le personnel médical va faire pour traiter ces nouveaux signaux s'il n'a pas été formé pour? Parce que les écoles de médecine, même aujourd'hui, ben, entraînent les futurs médecins à analyser le CG standard et non pas le CG capacitif dont on parle ici. Alors ici, ce serait pas mal intéressant d'avoir un outil qui vous permet de prendre le CG capacitif et de le convertir en ECG standard. Voilà. Donc, en gros, vous avez, disons, une forme d'onde comme celle que vous voyez ici à gauche dans les deux figures, et vous voulez la convertir en la courbe qui est à droite. OK? Et pour ça, ben, en fait, il y a un réseau de neurones qui vous permet de faire ça. C'est ce qu'on appelle les cycle GAN. Et les GAN en eux-mêmes, ou réseaux antagonistes génératifs, ça, c'est des réseaux. C'est un modèle qui a été inventé à l'Université de Montréal, ici au Québec, euh, par des étudiants, par un étudiant en fait de Yoshua Bengio. Et eux, en fait, diffèrent des réseaux habituels parce qu'ils essaient d'apprendre comment les données sont générées au lieu de comment les données sont différentes les unes des autres. Okay. En d'autres termes, dans ce cas-là, ils apprennent comment un ECG est fabriqué et non pas comment un ECG diffère d'un autre ECG. Et une fois qu'ils ont appris ça, ben, s'ils savent comment est fait un ECG, ben, ils vont essayer de le fabriquer. Donc, le modèle, il se base sur ce principe. Je donne un ECG capacitif à un bout et je demande au réseau de me donner l'équivalent normal à l'autre. Et pour être sûr que vraiment le travail est fait, ben en fait, je vais faire aussi l'opération à l'inverse, c'est-à-dire je vais prendre le CG normal qui est prédit et je vais le renvoyer à l'entrée pour m'assurer qu'il ressemble bien à l'ECG de départ. Donc, j'ai un CECG qui est converti en un ECG. Et après, ce ECG généré, je le renvoie à l'autre bout, à l'entrée, et je le compare avec le ECG de départ pour m'assurer que tout va bien. OK. Alors, finalement, en gros, ça vous donne un exemple un peu de ce que je veux faire. Voici une forme d'onde CECG, donc un ECG capacitif à gauche. Et moi, ce que je veux faire, c'est convertir tous ces signaux-là en un ECG standard. On est une forme d'onde standard.
Alors, une première chose que vous allez remarquer ici, c'est que d'un côté, j'ai uniquement 11 signaux et de l'autre, j'en ai 12. Donc, il faudrait que je fabrique 12 signaux à partir de 11. Ça, c'est une première. Et la deuxième, c'est que ben, il y a des signaux qui sont très différents les uns des autres. Par exemple, si vous regardez C6 ou C7, C8, etc., finalement, la reproduction que j'ai à l'autre bout, elle ne ressemble pas beaucoup. OK? Donc, il faudrait régler ce problème aussi. Alors, on a fait ça et puis on a pris un certain nombre de sujets. Et ce que ça a donné, c'est les résultats que vous voyez ici, s'il vous plaît. Donc, en gros, on a effectivement pu faire la conversion, mais pour l'instant avec plus ou moins de succès. Il y a des canaux qui ont été très bien convertis. La deuxième colonne que vous voyez ici, c'est une colonne qui me donne l'erreur quadratique moyenne. Alors, le 1 ici, ça veut dire 0,001. Donc, c'est vraiment faible comme erreur. Là, c'est 0,00011, et ainsi de suite. Mais il y a des endroits où l'erreur est quand même, par exemple ici, j'ai une erreur de 30e millième, quand même 30e fois plus que l'autre. Et en fait, une des raisons de ça, c'est simplement parce qu'on est parti avec 38 sujets. C'est pas assez pour entraîner ce réseau. Donc, moi, je suis convaincu que si on avait eu accès à plus de sujets, on aurait eu de meilleurs résultats. Malheureusement, le COVID-19 est apparu pendant qu'on faisait ce travail. Et là, j'ai l'impression que la compagnie, en fait, qui voulait faire ce travail au départ, elle semble avoir disparu. C'est dommage. Mais ça vous dit quand même qu'il y a du potentiel dans cette façon de faire. OK. Interface de commande là, il est 6 heures, donc choisissez interface ou découverte de médicaments. Les prothèses, ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. OK. Alors, les prothèses, c'est quoi essentiellement? On veut fabriquer des appendices artificiels qui reproduisent des appendices naturels, quoi. Dans ce cas particulier, en fait, on s'intéresse à des personnes qui ont perdu leurs mains à cause d'accidents. Mais généralement, il leur reste l'avant-bras. Et il leur reste évidemment un cerveau qui donne des commandes à l'avant-bras. Donc, nous, normalement, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on ferme la main? C'est parce que notre cerveau a commandé au muscle de la main de se fermer. Et cette commande, ben, c'est un influx nerveux qui traverse des nerfs pour aller atterrir sur des muscles pour leur demander de se contracter. Donc, tout ce beau monde existe encore au niveau de l'avant-bras. C'est juste qu'il n'y a pas de main à la fin pour exécuter le travail. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il est possible de mettre des capteurs autour de l'avant-bras, donc des électrodes, et d'aller capturer ces contractions musculaires qu'il y a ici, qui évidemment sont minimes, hein. On parle d'influx nerveux essentiellement. Et de voir si je peux décoder ça pour finalement deviner l'intention. Et une fois que j'ai deviné l'intention, ben là, je vais prendre une main mécanique et je vais activer les cerveaux moteurs qu'il faut pour réaliser le geste. OK? Alors, comment on a fait ça? Ben, on s'est dit, OK, on va organiser un réseau d'électrodes autour du bras. Donc chacune de ces électrodes que vous voyez là va capturer finalement un bout de signal. Et je vais avoir des couches successives là, de détection. En gros, je peux prendre tout ça et le représenter comme étant une image. Alors, dans mon image, ce qu'il va y avoir, c'est que chacun des pixels représente le signal d'une électrode et l'intensité de ce signal, je vais la coder comme étant une couleur. Donc, ça va me donner une espèce de carte de chaleur. Et ce que je constate, c'est qu'en fin de compte, les cartes de chaleur que je vais obtenir, elles dépendent du geste que je voulais faire. Et donc, essayer de deviner c'était quoi l'intention, ça revient à classer ces images, c'est-à-dire à les euh, définir, comment dire, trouver un réseau qui permet de les classer. Alors, à droite, vous avez une structure de haut niveau d'un de ces réseaux de neurones qu'on peut utiliser pour ça. Et en bas, en fait, la plateforme matérielle qu'on a utilisée pour ça.
Alors, en bas, ce que vous avez, c'est un des plus petits GPU qui existent aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais mis une pièce d'un scène, enfin, les anciennes scènes qui n'existent plus aujourd'hui, euh, pour vous donner une idée de la grosseur de cette carte. OK? Par contre, elle consomme quand même à peu près 5 watts quand on est en train d'utiliser. Mais il n'en demeure pas moins que on a été capable de faire le travail, de deviner finalement les flexions de main qui étaient pensées. Euh, et évidemment, une fois qu'on a deviné c'était quoi qu'on voulait faire, maintenant il s'agit de convertir ça en des commandes à donner à la même mécanique pour pouvoir finalement réaliser le geste. Voilà. Oh, peut-être je peux m'essayer rapidement. Pour les médicaments aussi. OK, pour les médicaments, c'est quoi le problème? C'est que, bah, à la base, le processus en lui-même coûte très cher et il dure longtemps. Alors, il y a plusieurs étapes là-dedans. Et une de ces étapes-là, c'est de faire du criblage, du screening, en fait, de, de molécules candidates. C'est-à-dire prendre des structures moléculaires et essayer de deviner est-ce que ça vaut la peine de les étudier ou pas pour une maladie donnée. OK? Donc, on s'est dit, OK, une manière de faire ça, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un réseau siamois. Alors, réseau siamois, c'est deux réseaux identiques, deux jumeaux. Oups. En fait, dans les... il y a une erreur ici, ça devrait être jumeau 1, jumeau 2, mais c'est deux réseaux identiques. Chacun prend une image d'une molécule. Une de ces deux images, c'est une référence. L'autre, c'est une molécule candidate. Chacun crée une représentation interne de ces images. Et après, on va utiliser une notion de distance pour décider à quel point ces images se ressemblent les unes aux autres, et puis on va finalement poser un diagnostic. Voilà. Donc, on s'est amusé avec trois molécules, celle de la pénicilline que vous connaissez tous, le sulconazole qu'on retrouve dans quasiment toutes les pommades contre voyons, les infections fongiques des pieds, et contre les champignons. L'acide mycophénolique ou le mycophénolate, qui est un immunosuppressant. Et vous voyez ici que les molécules ne se ressemblent pas, hein, elles sont toutes différentes. Donc, on s'est dit, OK, imaginons qu'on s'intéresse à la pénicilline. Est-ce que je peux prendre des molécules au hasard et voir à quel point elles ressemblent à cette molécule-là, afin de décider est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas avec? Et comment on va faire? On va essentiellement créer des exemples de pairage positif et de pairage négatif, c'est-à-dire on va prendre des paires de molécules qui se ressemblent et des paires de molécules qui ne se ressemblent pas et on va décider de qui est qui à travers le réseau. Alors, on a fait ça et puis finalement, en entraînant le réseau, on s'est rendu compte qu'il arrivait à faire du bon travail en fin de compte. Alors, ça vous donne un peu les résultats qu'on a obtenus avec la prédiction. Donc, pour la pénicilline, en lui présentant des molécules au hasard, il est arrivé à déceler à 94% lesquelles finalement avaient une certaine ressemblance à la pénicilline et lesquelles ne lui ressemblaient pas. Et pour le sulconazole, ça a été encore plus loin, l'antifongique, c'était 97% de précision. Et on a aussi réglé le problème de l'ensemble d'apprentissage puisqu'on a entraîné le réseau avec juste 25 paires, ce qui est quand même assez spectaculaire. OK. Sinon, il a rapidement, ben écoutez, il y a quand même pas mal de problèmes à résoudre. Le calcul est énergivore, les infrastructures massives, évidemment le problème des données est là, le manque d'explicabilité est là, les problèmes d'EDI, c'est-à-dire d'équité, diversité, inclusion sont là, d'éthique sont là, et les hallucinations aussi. Ça, c'est une expérience assez célèbre qui a été faite. On avait entraîné un réseau pour reconnaître les images que vous voyez à droite, donc camion, perdrix, temple, etc. Il a appris à les classer comme il faut. Après, on a ajouté un peu de bruit à chaque image pour donner les images de droite. Bah, pour nous, êtres humains, on était toujours capable de les reconnaître. Donc, le camion, c'était toujours un camion. La,
D'ailleurs, le temple était toujours un temple, la perdrix était toujours une perdrix. Ben, devinez quoi, le réseau, lui, il a décidé que non, non, avec le bruit, tout ça, ça devenait des autruches, des autruches. Voilà. Donc, ça vous montre un peu le danger quand même qu'on peut avoir avec ces systèmes-là. Et d'ailleurs, ce danger est largement exploité par les pirates informatiques aujourd'hui. Sinon, ben, vous avez un problème d'éthique, apprentissage biaisé, parce que les ensembles d'entraînement peuvent être biaisés contre le genre sexuel ou la culture ou l'appartenance ethnique, des choses comme ça. Évidemment, il y a les applications guerrières. Nos voisins du Sud, eux, passent une bonne partie de leur budget là-dessus. Il y a DarkGPT, croyez-le ou pas. Maintenant, vous pouvez vous abonner à des systèmes dans le dark web qui vous apprennent comment envoyer des fake news, comment faire de la voyons, du vol de personnalité ou de personnes, etc. Et toutes sortes de choses, évidemment, que l'éthique condamne. Et ça pose aussi, évidemment, le droit des machines, éventuellement, si jamais on se ramasse avec des robots assez sophistiqués. Alors, l'explicabilité, évidemment, il y a plein de domaines où ça marche pas si vous la mettez pas en branle. Euh, Dans le cas des robots, on a aussi pas mal de problèmes qui vont se poser. Euh, Où est-ce qu'on est? Ben, essentiellement, beaucoup de résultats impressionnants, mais peu de science. Et en fait, il y a quelqu'un de Google qui avait bien résumé ça un jour en disant que avec l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, c'est devenu essentiellement de la chimie. OK. Alors, vous vous rappelez, l'alchimie, c'était comment transformer du plomb en or, mais au passage, ils ont quand même découvert l'alcool qui est quelque chose de très utile. Donc, de temps en temps, même si on prend le mauvais chemin, on arrive à trouver des bonnes choses en cours de route. Et sinon, écoutez, les abeilles nous battent toujours en matière d'intelligence par rapport à ces machines. Elles font plein de choses que les machines d'aujourd'hui ne peuvent pas faire, avec une consommation d'énergie quasiment nulle. Et voilà, finalement, si vous voulez, où est-ce qu'on est. Donc, performance spectaculaire, mais la science traîne derrière et la capacité de décision raisonnée aussi. Alors, ça, c'est un peu les prédictions que certains font. Donc, apparemment, en 2040, on va faire des machines qui ne sont pas spécialisées, donc qui ne sont pas juste capables de battre le champion du monde de Go, mais qui peuvent battre tout le monde, en fait. Et sinon, en 2060, apparemment, ben là, ça va être Blade Runner, et puis on va se faire battre, carrément. Et puis là, on risque d'avoir des machines qui vont dire, bon, les gars, ben, vous étiez les rois de la colline pendant les derniers millions d'années, maintenant c'est notre tour. Donc, alors, voilà. Donc, j'espère avoir éclairci un peu la chose, ne pas vous avoir trop endormi et que vous pouvez toujours aller à vos activités du vendredi soir. Et merci Mounir, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Je vous applaudis puisque voilà, Il n'y a pas de j'ai problème. adoré tout ça. Pour tous les gens qui ont eu la chance et qui ont pu aussi rester jusqu'à la fin, merci énormément. Si vous ne nous suivez pas sur Facebook et compagnie, faites-le. On essaiera d'avoir d'autres conférences dans les prochaines semaines à venir. Si vous avez aussi des commentaires par rapport à la session d'aujourd'hui, si vous avez trouvé ça juste le niveau, peut-être pour ceux qui ne sont pas des experts, si peut-être le niveau était trop dur, on essaiera de s'ajuster pour la prochaine fois. Et sur ce, merci encore Mounir. J'espère qu'on se verra bientôt, vous et moi, à la fin de session. On prendra un petit café. Il n'y a pas de problème. All OK. right. Et puis, si vous avez des questions, ben, comment dire, je Vous- suis dans le bottin, comme on dit, là. Donc, vous pouvez toujours m'écrire. Allez, salut. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée tout le monde.